Scheherazade, en continuant de raconter au sultan des Indes ses histoires, si agréables et auxquelles il prenait un si grand plaisir, l'entretint de celle du cheval enchanté. « Sire, dit-elle, comme votre majesté ne l'ignore pas, le Neuvrou, c'est-à-dire le nouveau jour, qui est le premier de l'année et du printemps, est une fête si solennelle et si ancienne dans toute l'étendue de la Perse, dès les premiers temps, même de l'idolâtrie, que la religion de notre prophète, toute pure qu'elle est, et que nous tenons pour la véritable, en s'y introduisant, n'a pu jusqu'à nos jours venir à bout de l'abolir, quoique l'on puisse dire qu'elle est toute païenne et que les cérémonies qu'on y observe sont superstitieuses. Et sans parler des grandes villes, il n'y en a ni petites, ni bourgs, ni villages, ni hameaux, où elle ne soit célébrée avec des réjouissances extraordinaires. Mais les réjouissances qui se font à la cour les surpassent toutes infiniment par la variété des spectacles surprenants et nouveaux. Et les étrangers des États voisins, et même des plus éloignés, y sont attirés par les récompenses et par la libéralité des rois envers ceux qui excellent par leurs inventions et par leur industrie. De manière qu'on ne voit rien dans les autres parties du monde qui approche de cette magnificence. Dans une de ces fêtes, après que les plus habiles et les plus ingénieux du pays, avec les étrangers qui s'étaient rendus à Shiraz où la cour était alors, eurent donné au roi et à toute la cour le divertissement de leur spectacle, que le roi leur eût fait ses largesses, à chacun selon ce qu'il avait mérité et ce qu'il avait fait paraître de plus extraordinaire, de plus merveilleux et de plus satisfaisant, largesses ménagées avec une égalité qu'il n'y en avait pas un qui ne s'estimât dignement récompensé, dans le temps qu'il se préparait à se retirer et à congédier la grande assemblée, un Indien parut au pied de son trône, en faisant avancer un cheval sellé, bridé, richement harnaché, représenté avec tant d'art, qu'à le voir, on l'eût pris d'abord pour un véritable cheval. L'Indien se prosterna devant le trône, et quand il se fut relevé en montrant le cheval au roi, « Sire, dit-il, quoique je me présente le dernier devant votre majesté pour entrer en lice, je puis l'assurer néanmoins que, dans ce jour de fête, elle n'a rien vu d'aussi merveilleux ni d'aussi surprenant que le cheval sur lequel je la supplie de jeter les yeux. » « Je ne vois dans ce cheval, lui dit le roi, autre chose que l'art et l'industrie de l'ouvrier à lui donner la ressemblance du naturel qui lui a été possible, mais un autre ouvrier pourrait en faire un semblable et qui le surpasserait même en perfection. »« Sire, reprit l'Indien, ce n'est pas non plus par sa construction ni parce qu'il paraît à l'extérieur que j'ai dessein de faire regarder mon cheval par votre majesté comme une merveille. C'est par l'usage que j'en sais faire et que tout homme comme moi peut en faire par le secret que je puis lui communiquer. Quand je le monte en quelque endroit de la terre, si éloigné qu'il puisse être, et que je veuille me transporter par la région de l'air, je puis l'exécuter en très peu de temps. En peu de mots, sire, voilà en quoi consiste la merveille de mon cheval, merveille dont personne n'a entendu parler et dont je m'offre de faire voir l'expérience à votre majesté si elle me le commande. » Le roi de Perse, qui était curieux de tout ce qui tenait au merveilleux et qui, après tant de choses de cette nature qu'il avait vues et qu'il avait cherché à voir ou désirait voir, n'avait rien vu qui en approchât ni entendu dire qu'on n'eût vu rien de semblable. Il dit à l'Indien qu'il n'y avait que l'expérience qu'il venait de lui proposer qui pût le convaincre de la prééminence de son cheval et qu'il était prêt à en voir la vérité. L'Indien mit aussitôt le pied dans l'étrier, se jeta sur le cheval avec une grande légèreté, et quand il eut mis le pied dans l'autre étrier et qu'il se fut bien assuré sur la selle, il demanda au roi de Perse où il lui plaisait de l'envoyer. Environ à 3 lieues de Shiraz, il y avait une haute montagne qu'on découvrait de la grande place où le roi de Perse était devant son palais, rempli de tout le peuple qui s'y était rendu. « Vois-tu cette montagne ?» dit le roi en la montrant à l'Indien. « C'est où je souhaite que tu ailles. La distance n'est pas longue, mais elle suffit pour faire juger de la diligence que tu feras pour aller et pour revenir. Et parce qu'il n'est pas possible de te conduire des yeux jusque-là, pour marque certaine que tu y es allé, j'entends que tu m'apportes une palme d'un palmier qui est au pied de la montagne. » À peine le roi de Perse eut achevé de déclarer sa volonté par ces paroles que l'Indien ne fit que tourner une cheville qui s'élevait un peu au défaut du cou du cheval en l'approchant du pommeau de la selle. Dans l'instant, le cheval s'éleva de terre et enleva le cavalier en l'air comme un éclair, si haut qu'en peu de moments ceux qui avaient les yeux les plus perçants le perdirent de vue. Et cela se fit avec une grande admiration du roi et de ses courtisans et de grands cris d'étonnement de la part de tous les spectateurs assemblés. Il n'y avait presque pas un quart d'heure que l'Indien était parti quand on l'aperçut au haut de l'air qui revenait, la palme à la main.
On le voyait arriver au-dessus de la place où il fit plusieurs caracoles aux acclamations de joie du peuple qui lui applaudissait, jusqu'à ce qu'il vînt se poser devant le trône du roi, à la même place d'où il était parti, sans aucune secousse du cheval qui pût l'incommoder. Il mit pied à terre, et en s'approchant du trône, il se prosterna et posa la palme aux pieds du roi. Le roi de Perse, qui fut témoin, avec non moins d'admiration que d'étonnement du spectacle inouï que l'Indien venait de lui donner, conçut en même temps une forte envie de posséder le cheval. Et comme il se persuadait qu'il ne trouverait pas de difficulté à en traiter avec l'Indien, résolu, quelque somme qu'il lui en demanda à la lui accorder, il le regardait déjà comme la pièce la plus précieuse de son trésor qu'il comptait en enrichir. « À juger de ton cheval par son apparence extérieure, dit-il à l'Indien, je ne comprenais pas qu'il dût être considéré autant que tu viens de me faire voir qu'il le mérite. Je t'ai obligation de m'avoir désabusé. Et pour te marquer combien j'en fais d'estime, je suis prêt à te l'acheter s'il est à vendre. »« Sire, reprit l'Indien, je n'ai pas douté que votre majesté, qui passe entre tous les rois qui règnent aujourd'hui sur la terre, pour celui qui sait juger le mieux de toutes les choses et les estimer selon leur juste valeur, ne rendit à mon cheval la justice qu'elle lui rend, dès que je lui aurai fait connaître par où il est digne de son attention. J'avais même prévu qu'elle ne se contenterait pas de l'admirer et de le louer, mais même qu'elle désirerait d'abord en être possesseur, comme elle vient de me le témoigner. De mon côté, sire, quoique j'en connaisse le prix, autant qu'on puisse le connaître, et que sa possession me donne un relief pour rendre mon nom immortel dans le monde, je n'y ai pas néanmoins une attache si forte que je ne veuille bien m'en priver pour satisfaire la noble passion de votre majesté. Mais en lui faisant cette déclaration, j'en ai une autre à lui faire touchant la condition sans laquelle je ne puis me résoudre à laisser passer en d'autres mains, condition qu'elle ne prendra peut-être pas en bonne part. Votre majesté aura donc pour agréable que je lui marque que je n'ai pas acheté ce cheval. Je ne l'ai obtenu de l'inventeur et du fabricateur qu'en lui donnant en mariage ma fille unique qu'il me demanda. Et en même temps, il exigea de moi que je ne le vendisse pas, et que si j'avais à lui donner un autre possesseur, ce fût par un échange tel que je le jugerais à propos. » L'Indien voulait poursuivre, mais au mot « d'échange », le roi de Perse l'interrompit. « Je suis prêt, répartit-il, à t'accorder tel échange que tu me demanderas. Tu sais que mon royaume est grand, qu'il est rempli de grandes villes, puissantes, riches et peuplées. Je laisse à ton choix celle qu'il te plaira de choisir en pleine connaissance et souveraineté pour le reste de tes jours. » Cet échange parut véritablement royal à toute la cour de Perse, mais il était fort au-dessous de ce que l'Indien s'était proposé. Il avait porté ses vues à quelque chose de beaucoup plus élevé et répondit au roi. « Sire, je suis infiniment obligé à votre majesté de l'offre qu'elle me fait, et je ne puis assez la remercier de sa générosité. Je la supplie néanmoins de ne pas s'offenser si je prends la hardiesse de lui témoigner que je ne puis mettre mon cheval en sa possession qu'en recevant de sa main la princesse sa fille pour épouse. Je ne suis résolu de n'en perdre la propriété qu'à ce prix. » Les courtisans qui environnaient le roi ne purent s'empêcher de faire un grand éclat de rire à la demande extravagante de l'Indien. Mais le prince Firouz Shah, fils aîné du roi et héritier présomptif du royaume, ne l'entendit qu'avec indignation. Le roi pensa tout autrement. Il crut qu'il pouvait sacrifier la princesse de Perse à l'Indien pour satisfaire sa curiosité. Il balança néanmoins avant de se déterminer à prendre ce parti. Le prince Firouz Shah, qui vit bien que le roi son père hésitait sur la réponse qu'il devait faire à l'Indien, craignit qu'il ne lui accordât ce qu'il demandait, chose qu'il eût regardée comme également injurieuse à la dignité royale, à la princesse sa sœur et à sa propre personne. Il prit donc la parole. « Sire, que votre majesté me pardonne si j'ose lui demander s'il est possible qu'elle balance un moment sur le refus qu'elle doit faire à la demande insolente d'un homme de rien, d'un battleur infâme, et qu'elle lui donne lieu de se flatter un moment qu'il va entrer dans l'alliance d'un des plus puissants monarques de la terre. Je la supplie de considérer non seulement ce qu'elle doit à elle-même, mais ce qu'elle doit à son sang et à la haute noblesse de ses aïeux. »« Mon fils, reprit le roi de Perse, je prends votre remontrance en bonne part, et je vous sais gré du zèle que vous témoignez pour conserver l'éclat de votre naissance dans le même état que vous l'avez reçu. Mais vous ne considérez pas assez l'excellence de ce cheval, ni que l'Indien qui me propose cette voie pour l'acquérir peut, si je le rebute, aller faire la même proposition ailleurs,
où l'on passera par-dessus le point d'honneur, et que je serais au désespoir si un autre monarque pouvait se vanter de m'avoir surpassé en générosité et de m'avoir privé de la gloire de posséder le cheval que j'estime la chose la plus singulière et la plus digne d'admiration qu'il y ait au monde. Je ne veux pas dire néanmoins que je contente à lui accorder ce qu'il demande. Peut-être n'est-il pas bien d'accord avec lui-même sur l'excès de sa prétention, et la princesse ma fille à part, je ferai telle autre convention qu'il voudra. Mais avant que je vienne à la dernière discussion du marché, je suis bien aise que vous examiniez le cheval et que vous en fassiez l'essai vous-même afin que vous m'en disiez votre sentiment. » Comme il est naturel de se flatter dans ce que l'on souhaite, l'Indien, qui crut entrevoir dans le discours qu'il venait d'entendre que le roi de Perse n'était absolument pas éloigné de le recevoir dans son alliance en acceptant le cheval à ce prix, et que le prince, au lieu de lui être contraire comme il venait de le faire paraître, pourrait lui devenir favorable, loin de s'opposer au désir du roi, en témoigna de la joie. Et pour marque qu'il y consentait avec plaisir, il prévint le prince en s'approchant du cheval, prêt à l'aider à le monter, et l'avertit ensuite de ce qu'il fallait qu'il fît pour le bien gouverner. Le prince Firouz-Shah, avec une adresse merveilleuse, monta le cheval sans le secours de l'Indien, et il n'eut pas plus tôt le pied assuré dans l'un et l'autre étrier que, sans attendre aucun avis de l'Indien, il tourna la cheville qu'il lui avait vue tourner peu de temps auparavant lorsqu'il l'avait montée. Du moment qu'il l'eut retourné, le cheval l'enleva avec la vitesse d'une flèche tirée par l'archer le plus fort et le plus adroit. Et de la sorte, en peu de moments, le roi, toute la cour et toute la nombreuse assemblée le perdirent de vue. Le cheval ni le prince Firouz-Shah ne paraissaient plus dans l'air, et le roi de Perse faisait des efforts inutiles pour l'apercevoir, quand l'Indien, alarmé de ce qui venait d'arriver, se prosterna devant le trône et obligea le roi de jeter les yeux sur lui et de faire attention au discours qu'il lui tint en ces termes. « Sire, dit-il, votre majesté elle-même a vu que le prince ne m'a pas permis par sa promptitude de lui donner l'instruction nécessaire pour gouverner mon cheval. Sur ce qu'il a vu faire, il a voulu marquer qu'il n'avait pas besoin de mon avis pour partir et s'élever en l'air. Mais il ignore l'avis que j'avais à lui donner pour faire détourner le cheval en arrière et pour le faire revenir au lieu d'où il est parti. Ainsi, sire, la grâce que je demande à votre majesté, c'est de ne pas me rendre garant de ce qui pourrait arriver de sa personne. Elle est trop équitable pour m'imputer le malheur qui peut en arriver. » Le discours de l'Indien affligea fort le roi de Perse, qui comprit que le danger où était le prince son fils était inévitable, s'il était vrai, comme l'Indien le disait, qu'il y eût un secret pour faire revenir le cheval différent de celui qu'il faisait partir et s'élever en l'air. Il lui demanda pourquoi il ne l'avait pas rappelé dans le moment qu'il l'avait vu partir. « Sire, répondit l'Indien, votre majesté elle-même a été témoin de la rapidité avec laquelle le cheval et le prince ont été enlevés. La surprise où j'en ai été, et où j'en suis encore, m'a d'abord ôté la parole, et quand j'ai été en état de m'en servir, il était déjà si éloigné qu'il n'eût pas entendu ma voix, et quand l'eût-il entendu, il n'eût pu gouverner le cheval pour le faire revenir, puisqu'il n'en savait pas le secret, et qu'il ne s'est pas donné la patience de l'apprendre de moi. Mais sire, il y a lieu d'espérer néanmoins que le prince, dans l'embarras où il se trouvera, s'apercevra d'une autre cheville, et qu'en la tournant, le cheval aussitôt cessera de s'élever et descendra du côté de la terre, où il pourra se poser sur tel lieu convenable qu'il jugera à propos, en le gouvernant avec la bride. » Nonobstant le raisonnement de l'Indien, qui avait toute l'apparence du possible, le roi de Perse, alarmé du péril évident où était le prince son fils, « Je suppose, reprit-il, chose néanmoins très incertaine que le prince mon fils s'aperçoive de l'autre cheville, et qu'il en fasse l'usage que tu dis. Le cheval, au lieu de descendre jusqu'en terre, ne peut-il pas tomber sur des rochers ou se précipiter avec lui jusqu'au plus profond de la mer? »« Ah, sire, répartit l'Indien, je puis délivrer votre majesté de cette crainte en l'assurant que le cheval passe les mers sans jamais y tomber et qu'il porte toujours le cavalier où il a l'intention de se retirer, et votre majesté peut s'assurer que pour peu que le prince s'aperçoive de l'autre cheville que j'ai dite, le cheval ne le portera qu'où il voudra se rendre. Et il n'est pas croyable qu'il se rende ailleurs que dans un lieu où il pourra trouver du secours et se faire connaître. » À ces paroles de l'Indien, « Quoi qu'il en soit, répliqua le roi de Perse, comme je ne puis me fier à l'assurance que tu me donnes, ta tête me répondra de la vie de mon fils si dans 3 mois je ne le vois pas revenir sain et sauf ou que je n'apprenne certainement qu'il soit vivant. » Il commanda qu'on s'assurât de sa personne et qu'on le resserrât dans une prison bien étroite. Après quoi il se retira dans son palais, extrêmement affligé de ce que la fête du Nevrouz, si solennelle dans la Perse, s'était terminée d'une manière si triste pour lui et pour sa cour. Le prince Firouz-Shah, cependant, fut enlevé dans l'air avec la rapidité que nous avons dite.
et en moins d'une heure il se vit si haut qu'il ne distinguait plus rien sur la terre, où les montagnes et les vallées lui paraissaient confondues avec les plaines. Ce fut alors qu'il songea à revenir au lieu d'où il était parti. Pour y réussir, il s'imagina qu'en tournant la même cheville à contresens et en tournant la bride en même temps, il réussirait. Mais son étonnement fut extrême quand il vit que le cheval l'enlevait toujours avec la même rapidité. Il la retourna plusieurs fois, mais inutilement. Ce fut alors qu'il reconnut la grande faute qu'il avait commise de ne pas prendre de l'Indien tous les renseignements nécessaires pour bien gouverner le cheval avant d'entreprendre de le monter. Il comprit dans le moment la grandeur du péril où il était. Mais cette connaissance ne lui fit pas perdre le jugement. Il se recueillit en lui-même, avec tout le bon sens dont il était capable, et en examinant la tête et le cou du cheval avec attention, il aperçut une autre cheville, plus petite et moins apparente que la première, à côté de l'oreille droite de l'animal. Il tourna la cheville, et dans le moment, il remarqua qu'il descendait vers la terre par une ligne semblable à celle par laquelle il avait monté, mais moins rapidement. Il y avait une demi-heure que les ténèbres de la nuit couvraient la terre, à l'endroit où le prince Firouz-Shah se trouvait perpendiculairement, quand il tourna la cheville. Comme le cheval continuait de descendre, le soleil se coucha aussi pour lui en peu de temps, jusqu'à ce qu'il se trouvât entièrement dans les ténèbres de la nuit. De la sorte, loin de choisir un lieu où aller mettre pied à terre à sa commodité, il fut contraint de lâcher la bride sur le cou du cheval, en attendant avec patience qu'il achevât de descendre, non sans inquiétude du lieu où il s'arrêterait, savoir si ce serait un lieu habité, un désert, un fleuve ou la mer. Le cheval enfin s'arrêta et s'opposa. Il était plus de minuit, et le prince Firouz-Shah mit pied à terre, mais avec une grande faiblesse qui venait de ce qu'il n'avait rien pris depuis le matin du jour qui venait de finir avant qu'il sortît du palais avec le roi son père pour assister au spectacle de la fête. La première chose qu'il fit dans l'obscurité de la nuit fut reconnaître le lieu où il était. Il se trouvait sur le toit en terrasse d'un palais magnifique, couronné d'une balustrade de marbre à hauteur d'appui. En examinant la terrasse, il rencontra l'escalier par où l'on y montait du palais, dont la porte n'était pas non plus fermée mais entr'ouverte. Tout autre que le prince Firouz-Shah n'eût peut-être pas hasardé de descendre dans la grande obscurité qui régnait alors dans l'escalier, outre la difficulté qui se présentait s'il trouverait des amis ou des ennemis, considération qui ne fut pas capable de l'arrêter. « Je ne viens pas pour faire mal à personne, se disait-il à lui-même, et apparemment, ceux qui me verront les premiers et qui ne me verront pas les armes à la main auront l'humanité de m'écouter avant qu'ils attentent à ma vie. » Il ouvrit la porte davantage sans faire de bruit, et il descendit de même avec une grande précaution pour s'empêcher quelques faux pas dont le bruit eût pu éveiller quelqu'un. Il y réussit, et dans un entrepôt de l'escalier, il trouva la porte ouverte d'une grande salle où il y avait de la lumière. Le prince Firouz-Shah s'arrêta à la porte. Et en prêtant l'oreille, il n'entendit d'autre bruit que des gens qui dormaient profondément et qui ronflaient en différentes manières. Il avança un peu dans la salle, et à la lumière d'une lanterne, il vit que ceux qui dormaient étaient des eunuques noirs, chacun avec le sabre nu près de soi. Cela lui fit connaître que c'était la garde de l'appartement d'une reine ou d'une princesse, et il se trouva que c'était celui d'une princesse. La chambre où couchait cette princesse suivait après la salle, et la porte qui était ouverte le faisait connaître à la grande lumière dont elle était éclairée, qui se laissait voir au travers d'une portière d'une étoffe de soie fort légère. Le prince Firouz-Shah s'avança jusqu'à la portière, le pied en l'air, sans éveiller les eunuques. Il l'ouvrit, et quand il fut entré sans s'arrêter à considérer la magnificence de la chambre, qui était toute royale, circonstance qui lui importait peu dans l'état où il était, il ne fit attention qu'à ce qui lui importait davantage. Il vit plusieurs lits, un seul sur le sofa, les autres au bas. Les femmes de la princesse étaient couchées dans ceux-ci pour lui tenir compagnie et l'assister dans ses besoins, et la princesse était dans le premier. À cette distinction, le prince Firouz-Shah ne se trompa pas dans le choix qu'il avait à faire pour s'adresser à la princesse elle-même. Il s'approcha de son lit sans éveiller ni elle et pas une de ses femmes. Quand il fut assez près, il vit une beauté si extraordinaire et si surprenante qu'il en fut charmé et enflammé d'amour dès la première vue. « Ah, ciel !» s'écria-t-il en lui-même, « ma destinée m'a-t-elle amené en ce lieu pour me faire perdre ma liberté, que j'ai conservée entière jusqu'à présent? Et ne dois-je pas m'attendre à un esclavage certain dès qu'elle aura ouvert les yeux? Si ses yeux, comme je dois m'y attendre, achèvent de donner le lustre et la perfection à un assemblage d'attraits et de charmes si merveilleux, il faut bien m'y résoudre, puisque je ne puis reculer sans me rendre homicide de moi-même, et que la nécessité l'ordonne ainsi. » En achevant ses réflexions par rapport à l'état où il se trouvait et à la beauté de la princesse, le prince Firouz-Shah se mit sur les deux genoux et en prenant l'extrémité de la manche pendante de la chemise de la princesse, d'où sortait un bras blanc comme neige et fait autour,
il la tira fort légèrement. La princesse ouvrit les yeux, et dans la surprise où elle fut de voir devant elle un homme bien fait, bien mis et de bonne mine, elle demeura interdite, sans donner néanmoins aucun signe de frayeur ou d'épouvante. Le prince profita de ce moment favorable, il baissa la tête presque sur le tapis de pied et en la relevant. « Respectable princesse, dit-il, par une aventure la plus extraordinaire et la plus merveilleuse qu'on puisse imaginer, vous voyez à vos pieds un prince suppliant, fils du roi de Perse, qui se trouvait hier au matin près du roi son père, au milieu des réjouissances d'une fête solennelle, et qui se trouve à l'heure qu'il est dans un pays inconnu, où il est en danger de périr si vous n'avez la bonté et la générosité de l'assister dans votre secours et de votre protection. Je l'implore cette protection, adorable princesse, avec la confiance que vous ne me la refuserez pas. J'ose me le persuader avec d'autant plus de fondement qu'il n'est pas possible que l'inhumanité se rencontre avec tant de beauté et tant de charme et tant de majesté. » La princesse à qui le prince Firouz-Shah s'était adressé si heureusement était la princesse de Bengale, fille aînée du roi du royaume de ce nom, qui lui avait fait bâtir ce palais un peu éloigné de la capitale, où elle venait souvent prendre le divertissement de la campagne. Après qu'elle l'eut écouté avec toute la bonté qu'il pouvait désirer, elle lui répondit avec la même bonté. « Prince, rassurez-vous, vous n'êtes pas dans un pays barbare. L'hospitalité et la politesse ne règnent pas moins dans le royaume de Bengale que dans le royaume de Perse. Ce n'est pas moi qui vous accorde la protection que vous me donnez. Vous l'avez trouvée tout acquise non seulement dans mon palais, mais même dans tout le royaume. Vous pouvez m'en croire et vous fier à ma parole. » Le prince de Perse voulait remercier la princesse de Bengale de son honnêteté et de la grâce qu'elle venait de lui accorder si obligeamment, et il avait déjà baissé la tête fort bas pour lui en faire son compliment, mais elle ne lui donna pas le temps de parler. « Quelque forte l'envie, ajouta-t-elle, que j'ai d'apprendre de vous par quelle merveille vous avez mis si peu de temps à venir de la capitale de la Perse, et par quel enchantement vous avez pu pénétrer jusqu'à vous présenter devant moi si secrètement que vous avez trompé la vigilance de ma garde, comme néanmoins il n'est pas possible que vous n'ayez besoin de nourriture, et en vous regardant en qualité d'un hôte qui est le bienvenu, j'aime mieux remettre ma curiosité à demain matin et donner ordre à mes femmes de vous loger dans une de mes chambres, de vous y bien régaler, et de vous y laisser reposer et délasser jusqu'à ce que vous soyez en état de satisfaire à ma curiosité et que je sois moi en état de vous entendre. » Les femmes de la princesse, qui s'étaient éveillées dès les premières paroles que le prince Firouz-Shah avait adressées à la princesse leur maîtresse, avec un étonnement d'autant plus grand de le voir au chevet du lit de la princesse qu'elle ne concevait pas comment il avait pu y arriver sans les éveiller, ni elle ni les eunuques, ces femmes, dis-je, n'eurent pas plutôt compris l'intention de la princesse qu'elles s'habillèrent en diligence et qu'elles furent prêtes à exécuter ses ordres dans le moment qu'elle les leur eut donnés. Elles prirent chacune une des bougies qui éclairaient la chambre de la princesse, et quand le prince eut pris congé en se retirant très respectueusement, elles marchèrent devant lui et le conduisirent dans une très belle chambre où les unes lui préparèrent un lit pendant que les autres allèrent à la cuisine et à l'office. Quoique une heure indue, ces dernières femmes ne firent pas attendre longtemps le prince Firouz-Shah. Elles apportèrent plusieurs sortes de mets en grande affluence, et il choisit ce qui lui plut. Quand il eut mangé suffisamment, selon le besoin qu'il en avait, elles desservirent et le laissèrent en liberté de se coucher, après lui avoir montré plusieurs armoires où il trouverait toute chose qui pouvait lui être nécessaire. La princesse de Bengale, remplie des charmes, de l'esprit, de la politesse et de toutes les autres belles qualités du prince de Perse, dont elle avait été frappée dans le peu d'entretien qu'elle venait d'avoir avec lui, n'avait encore pu se rendormir quand ces femmes rentrèrent dans sa chambre pour se coucher. Elle leur demanda si elles avaient eu bien soin de lui, et si elles l'avaient laissé content, si rien ne lui manquait, et sur toute chose ce qu'elles pensaient de ce prince. Les femmes de la princesse répondirent après l'avoir satisfaite sur les premiers articles. « Princesse, nous ne savons pas ce que vous en pensez vous-même, mais pour nous, vous estimerions très heureuse si le roi votre père vous donnait pour époux un prince si aimable. Il n'y en a pas un à la cour de Bengale qui puisse lui être comparé, et nous n'apprenons pas non plus qu'il y en ait dans les États voisins qui soient dignes de vous. » Ce discours flatteur ne déplut pas à la princesse, mais comme elle ne voulait pas déclarer son sentiment, elle leur imposa le silence. « Pouf! Vous êtes des conteuses, dit-elle. Recouchez-vous et laissez-moi m'endormir. » Le lendemain, la première chose que fit la princesse quand elle fut levée fut de se mettre à sa toilette. Jusque-là, elle n'avait pas encore pris autant de peine qu'elle en prit ce jour-là pour se coiffer et s'ajuster en consultant son miroir. Jamais ces femmes n'avaient eu besoin de plus de patience pour faire et défaire plusieurs fois la même chose jusqu'à ce qu'elle fût contente. « Je n'ai pas déplu au prince en déshabillé, je m'en suis bien aperçue, se disait-elle en elle-même. Il verra autre chose quand je serai dans mes atours. »
Elle s'orna la tête des diamants les plus gros et les plus brillants avec un collier, des bracelets et une ceinture de pierreries semblables, le tout d'un prix inestimable. L'habit qu'elle prit était d'une étoffe la plus riche de toutes les Indes, qu'on ne travaillait que pour les rois, les princes et les princesses, et d'une couleur qui achevait de la parer avec tous ses avantages. Après qu'elle eut encore consulté son miroir plusieurs fois et qu'elle eut demandé à ses femmes s'il manquait quelque chose à son ajustement, elle envoya savoir si le prince de Perse était réveillé et au cas qu'il le fût et habillé, comme elle ne doutait pas qu'il ne demandât de venir se présenter devant elle, de lui marquer qu'elle allait venir elle-même et qu'elle avait ses raisons pour en user de la sorte. Le prince de Perse, qui avait gagné sur le jour ce qu'il avait perdu de la nuit et qui s'était parfaitement remis de son voyage, venait d'achever de s'habiller quand il reçut le bonjour de la princesse de Bengale par l'une de ses femmes. Le prince, sans donner à la femme de la princesse le temps de lui faire part de ce qu'elle avait à lui dire, lui demanda si la princesse était en état qu'il pût lui rendre son devoir et ses respects. « La princesse, dit-il, est la maîtresse, et je ne suis chez elle que pour exécuter ses commandements. » La princesse de Bengale n'eut pas plutôt appris que le prince de Perse l'attendait qu'elle vint le trouver. Après les compliments réciproques de la part du prince sur ce qu'il avait éveillé la princesse au plus fort de son sommeil, dont il lui demanda 1000 pardons, et de la part de la princesse qui lui demanda comment il avait passé la nuit et en quel état il se trouvait, la princesse s'assit sur le sofa, et le prince fit la même chose en se plaçant à quelque distance par respect. Alors la princesse en prenant la parole. « Prince, dit-elle, j'eusse pu vous recevoir dans la chambre où vous m'avez trouvé couché cette nuit, mais comme le chef de mes eunuques a la liberté d'y entrer et que jamais il ne pénètre ici sans ma permission, dans l'impatience où je suis d'apprendre de vous l'aventure surprenante qui me procure le bonheur de vous voir, j'ai mieux aimé venir vous en sommer ici, comme dans un lieu où ni vous ni moi ne serons interrompus. Obligez-moi donc, je vous en conjure, de me donner la satisfaction que je vous demande. » Pour satisfaire à la princesse de Bengale, le prince Firouz Shah commença son discours par la fête solennelle du Neuvrou dans tout le royaume de Perse, avec le récit de tous les spectacles dignes de sa curiosité qui avaient fait le divertissement de la cour de Perse, et presque généralement de la ville de Shiraz. Il vint ensuite au cheval enchanté, dont il fit la description. Le récit des merveilles que l'Indien monté dessus avait fait voir devant une assemblée si célèbre convainquit la princesse qu'on ne pouvait rien imaginer au monde de plus surprenant en ce genre. « Princesse, continua le prince, vous jugez bien que le roi mon père, qui n'épargne aucune dépense pour augmenter ses trésors des choses les plus rares et les plus curieuses dont il peut avoir connaissance, doit avoir été enflammé d'un grand désir d'y ajouter un cheval de cette nature. Et il le fut, en effet, il n'hésita pas à demander à l'Indien ce qu'il l'estimait. La réponse de l'Indien fut des plus extravagantes. Il dit qu'il n'avait pas acheté le cheval, mais qu'il l'avait acquis en échange d'une fille unique qu'il avait, et que comme il ne pouvait s'engager à s'en priver que sous une condition semblable, il ne pouvait le lui céder qu'en épousant avec son consentement la princesse ma sœur. La foule des courtisans qui environnaient le trône du roi mon père et qui entendirent l'extravagance de cette proposition s'en moquèrent hautement, et en mon particulier j'en conçus une indignation si grande qu'il ne me fut pas possible de la dissimuler, d'autant plus que je m'aperçus que le roi mon père balançait sur ce qu'il devait répondre. En effet, je crus voir le moment où il allait lui accorder ce qu'il lui demandait, si je ne lui eusse représenté vivement le tort qu'il allait faire à sa gloire. Ma remontrance néanmoins ne fut pas capable de lui faire abandonner entièrement le dessein de sacrifier la princesse ma sœur à un homme si méprisable. Il crut que je pourrais rentrer dans son sentiment si une fois je pouvais comprendre comme lui, à ce qu'il s'imaginait, combien ce cheval est estimable par sa singularité. Dans cette vue, il voulut que je l'examinasse et que je le montasse et que j'en fisse l'essai moi-même. Pour complaire au roi mon père, je montai le cheval, et dès que je fus dessus, comme j'avais vu l'Indien mettre la main à une cheville et la tourner pour se faire enlever avec le cheval, sans prendre d'autres renseignements de lui, je fis la même chose. Et dans l'instant, je fus enlevé en l'air d'une vitesse beaucoup plus grande que celle d'une flèche décochée par l'archer le plus robuste. En peu de temps, je fus si fort éloigné de la terre que je ne distinguais plus aucun objet, et il me semblait que j'approchais si fort de la voûte céleste que je craignis d'aller m'y briser la tête. Dans le mouvement rapide dont j'étais emporté, je fus longtemps comme hors de moi-même et hors d'état de faire attention aux dangers présents auxquels j'étais exposé de plusieurs manières. Je voulus tourner à contresens la cheville que j'avais tournée d'abord, mais je n'en expérimentais pas l'effet que je m'étais attendu. Le cheval continua de m'emporter vers le ciel et ainsi de m'éloigner de la terre de plus en plus. Je m'aperçus enfin d'une autre cheville et je la tournai. Et là, le cheval, au lieu de s'élever davantage, commença à décliner vers la terre.
Et comme je me trouvais bientôt dans les ténèbres de la nuit, et qu'il n'était pas possible de gouverner le cheval pour me faire poser dans un lieu où je ne courus pas de danger, je tins l'abri dans le même état, et je me remis à la volonté de Dieu sur ce qui pourrait arriver de mon sort. Le cheval enfin se posa et je mis pied à terre, et en examinant le lieu, je me trouvais sur une terrasse, celle de ce palais. Je trouvai la porte de l'escalier qui était entr'ouverte, je descendis sans bruit, et une porte ouverte avec un peu de lumière se présenta devant moi. J'avançai la tête, et comme j'eus vu des eunuques endormis et une grande lumière au travers d'une portière, la nécessité pressante où j'étais, nonobstant le danger inévitable dont j'étais menacé si les eunuques se fussent éveillés, m'inspira la hardiesse, pour ne pas dire la témérité, d'avancer légèrement et d'ouvrir la portière. « Il n'est pas besoin, princesse, ajouta le prince, de vous dire le reste, vous le savez. Il ne me reste qu'à vous remercier de votre bonté et de votre générosité, et à vous supplier de me marquer par quel endroit je pourrais vous témoigner ma reconnaissance d'un si grand bienfait tel que vous en soyez satisfaite. Comme selon le droit des gens je suis déjà votre esclave et que je ne puis vous offrir ma personne, il ne me reste plus que mon cœur. Que dis-je, princesse? Il n'est plus à moi ce cœur. Vous me l'avez ravi par vos charmes. Et d'une manière que, bien loin de vous le redemander, je vous l'abandonne. Ainsi permettez-moi de vous déclarer que je ne vous connais pas moins pour maîtresse de mon cœur que de mes volontés. » Ces dernières paroles du prince Firouz-Shah furent prononcées d'un ton et d'un air qui ne laissaient pas douter la princesse de Bengale un seul moment de l'effet qu'elle avait attendu de ses attraits. Elle ne fut pas scandalisée de la déclaration du prince de Perse comme trop précipitée. Le rouge qui lui en monta au visage ne servit qu'à la rendre plus belle et plus aimable aux yeux du prince. Quand le prince Firouz-Shah eut achevé de parler, « Prince, reprit la princesse de Bengale, si vous m'avez fait un plaisir des plus sensibles en me racontant les choses surprenantes et merveilleuses que je viens d'entendre, d'un autre côté, je n'ai pu vous regarder sans frayeur dans la plus haute région de l'air, et quoique j'eusse le bien de vous voir devant moi sain et sauf, je n'ai cessé néanmoins de craindre dans le moment où vous m'avez appris que le cheval de l'Indien était venu se poser si heureusement sur la terrasse de mon palais. La même chose pouvait arriver en 1000 autres endroits. Je suis ravi de ce que le hasard m'a donné la préférence ou l'occasion de vous faire connaître que le même hasard pouvait vous adresser ailleurs, mais non pas où vous puissiez être reçu plus agréablement et avec plus de plaisir. Ainsi, prince, je me tiendrais offensé très sensiblement si je voulais croire la pensée que vous m'avez témoignée d'être mon esclave fût sérieuse et que je ne l'attribuasse à votre honnêteté plutôt qu'à un sentiment sincère. Et la réception que je vous fis hier doit vous faire connaître suffisamment que vous n'êtes pas moins libre qu'au milieu de la cour de Perse. Quant à votre cœur, ajouta la princesse de Bengale d'un ton qui ne marquait rien de moins qu'un refus, comme je suis bien persuadé que vous n'avez pas attendu jusqu'à présent pour en disposer et que vous ne devez avoir fait choix que d'une princesse qu'il mérite, je serais fort fâché de vous donner lieu à lui faire une infidélité. Le prince Firouz-Shah voulut protester à la princesse de Bengale qu'il était venu de Perse maître de son cœur. Mais dans le moment qu'il allait prendre la parole, une des femmes de la princesse qui en avait l'ordre vint avertir que le dîner était servi. Cette interruption délivra le prince et la princesse d'une explication qui les eût embarrassés également et dont ils n'avaient pas besoin. La princesse de Bengale demeura pleinement convaincue de la sincérité du prince de Perse, et quant au prince, quoique la princesse ne se fût pas expliquée, il jugea néanmoins par ses paroles et à la manière favorable dont il avait été écouté qu'il avait lieu d'être content de son bonheur. Comme la femme de la princesse tenait la portière ouverte, la princesse de Bengale, en se levant, dit au prince de Perse, qui fit la même chose, qu'elle n'avait pas coutume de dîner de si bonne heure, mais que comme elle ne doutait pas qu'on ne lui eût fait faire un méchant souper, elle avait donné l'ordre qu'on servît le dîner plutôt qu'à l'ordinaire. Et en disant ces paroles, elle le conduisit dans un salon magnifique où la table était préparée et chargée d'une grande abondance de mets. Ils se mirent à table, et dès qu'ils eurent pris place, des femmes esclaves de la princesse, en grand nombre, belles et richement habillées, commencèrent un concert agréable d'instruments et de voix. Cela dura pendant tout le repas. Comme le concert était des plus doux et ménagé de manière qu'il n'empêchait pas le prince et la princesse de s'entretenir, ils passèrent une grande partie du repas, la princesse à servir le prince, et le prince de son côté à servir la princesse de ce qui lui paraissait le meilleur, afin de la prévenir avec des manières et des paroles qui lui attireraient de nouvelles honnêtetés et de nouveaux compliments de la part de la princesse. Le prince et la princesse se levèrent en fin de table. La princesse mena le prince de Perse dans un cabinet, grand et magnifique par sa structure et par l'or et l'azur qui l'embellissait avec symétrie et richement meublé. Ils s'assirent sur le sofa qui avait une vue très agréable sur le jardin du palais, qui fut admiré par le prince Firouz,
par la variété des fleurs, des arbustes et des arbres, tous différents de ceux de la Perse, auxquels il ne cédait pas en beauté. « Princesse, dit le prince, j'avais cru qu'il n'y avait au monde que la Perse où il y eût des palais superbes et des jardins admirables dignes de la majesté des rois. Mais je vois que partout où il y a de grands rois, les rois savent se faire bâtir des demeures convenables à leur grandeur et à leur puissance. Et s'il y a de la différence dans la manière de bâtir et dans les accessoires, elles se ressemblent dans la grandeur et la magnificence. « Prince, reprit la princesse de Bengale, comme je n'ai aucune idée des palais de Perse, je ne puis porter mon jugement sur la comparaison que vous en faites avec le mien pour vous en dire mon jugement. Mais quelque sincère que vous puissiez être, j'ai de la peine à me persuader qu'elle soit juste. Vous voudrez bien que je croie que la complaisance ait beaucoup de part. Je ne veux pourtant pas mépriser mon palais devant vous, vous avez de trop bons yeux et vous êtes d'un trop bon goût pour n'en juger pas sainement. Mais je vous assure que je le trouve très médiocre quand je le mets en parallèle avec celui du roi mon père, qui le surpasse infiniment en grandeur, en beauté et en richesse. Vous m'en direz vous-même ce que vous en penserez quand vous l'aurez vu. Puisque le hasard vous a amené jusqu'à la grande capitale de ce royaume, je ne doute pas que vous ne vouliez bien le voir et y saluer le roi mon père, afin qu'il vous rende les honneurs dus à un prince de votre rang et de votre mérite. » En faisant naître au prince de Perse la curiosité de voir le palais de Bengale et d'y saluer le roi son père, la princesse se flattait que si elle pouvait y réussir, son père, en voyant un prince si bien fait, si sage et si accompli en toutes sortes de belles qualités, pourrait peut-être se résoudre à lui proposer une alliance en offrant de la lui donner pour épouse. Et par là, comme elle était bien persuadée qu'elle n'était pas indifférente au prince et que le prince ne refuserait pas d'entrer dans cette alliance, elle espérait de parvenir à l'accomplissement de ses souhaits en gardant la bienséance convenable à une princesse qui voulait paraître être soumise aux volontés du roi son père. Mais le prince de Perse ne lui répondit pas sur cet article conformément à ce qu'elle en avait pensé. « Princesse, reprit le prince, je ne doute nullement, d'après votre témoignage, que le palais du roi de Bengale ne mérite la préférence que vous lui donnez sur le vôtre. Quant à la proposition que vous me faites de rendre mes respects au roi votre père, je me ferai non seulement un plaisir, mais un grand honneur de m'en acquitter. Mais, princesse, ajouta-t-il, je vous en fais juge vous-même. Me conseilleriez-vous de me présenter devant la majesté d'un si grand monarque comme un aventurier sans suite et sans train convenable à mon rang ? » ?»« Oh, prince, dit la princesse, que cela ne vous fasse pas de peine, vous n'avez qu'à vouloir. L'argent ne vous manquera pas pour vous faire tel train qu'il vous plaira, je vous en fournirai. Nous avons ici des négociants de votre nation en grand nombre. Vous pouvez en choisir autant que vous le jugerez à propos pour vous faire une maison qui vous fera honneur. » Prince Firouz Shah pénétra l'intention de la princesse, et la marque sensible qu'elle lui donnait de son amour par cet endroit augmenta la passion qu'il avait conçue pour elle, mais, quelque forte qu'elle fût, elle ne lui fit pas oublier son devoir. Il répliqua sans hésiter. « Princesse, j'accepterai de bon cœur l'offre obligeante que vous me faites, et dont je ne puis assez marquer ma reconnaissance, si l'inquiétude où le roi mon père doit être de mon éloignement ne m'en empêchait absolument. Je serais indigne des bontés et de la tendresse qu'il a toujours eues pour moi si je ne retournais pas au plus tôt et ne me rendais auprès de lui pour la faire cesser. Je le connais, et pendant que j'ai le bonheur de jouir de l'entretien d'une princesse si aimable, je suis persuadé qu'il est plongé dans les douleurs mortelles et qu'il a perdu l'espérance de me revoir. J'espère que vous me ferez la justice de comprendre que je ne puis sans ingratitude, et même sans crime, me dispenser d'aller lui rendre la vie, dont un retour différé trop longtemps pourrait lui causer la perte. Après cela, princesse, continua le prince de Perse, si vous me jugez digne d'aspirer au bonheur de devenir votre époux, comme le roi mon père m'a toujours témoigné qu'il ne voulait pas me contraindre dans le choix d'une épouse, je n'aurai pas de peine à obtenir de lui de revenir, non pas en inconnu, mais en prince, demander de sa part au roi de Bengale de contracter alliance avec lui par notre mariage. Je suis persuadé qu'il s'y portera de lui-même, dès que je l'aurai informé de la générosité avec laquelle vous m'avez accueilli dans ma disgrâce. » D'après la manière dont le prince de Perse venait de s'expliquer, la princesse de Bengale était trop raisonnable pour insister afin de lui persuader de se faire voir au roi de Bengale. Elle n'exigea donc rien de lui contre son devoir et contre son honneur. Mais elle fut alarmée du prompt départ qu'il méditait, à ce qui lui parut, et elle craignit que s'il prenait congé d'elle si tôt, bien loin de lui tenir sa promesse qu'il lui faisait, il ne l'oubliât dès qu'il aurait cessé de la voir. Pour l'en détourner, elle lui dit « Prince, en vous faisant la proposition de contribuer à vous mettre en état de voir le roi mon père, mon intention n'a pas été de m'opposer à une excuse aussi légitime que celle que vous m'apportez et que je n'avais pas prévue. Je me rendrais complice moi-même de la faute que vous commettriez si j'en avais la pensée.
Je ne puis approuver que vous songiez à partir aussi promptement que vous semblez vous le proposer. Accordez au moins à mes prières la grâce que je vous demande de vous donner le temps de vous reconnaître. Et puisque mon bonheur a voulu que vous soyez arrivé dans le royaume de Bengale plutôt qu'au milieu d'un désert, ou que sur le sommet d'une montagne si escarpée qu'il vous eût été impossible d'en descendre, je vous engage à y faire un séjour suffisant pour emporter des nouvelles un peu détaillées à la cour de Perse. » Ce discours de la princesse de Bengale avait pour but que le prince Firouz, en faisant avec elle un séjour de quelque durée, devint insensiblement plus passionné pour ses charmes, dans l'espérance que par ce moyen l'ardent désir qu'elle apercevait en lui de retourner en Perse se ralentirait et qu'alors il pourrait se déterminer à paraître en public et à se faire voir au roi de Bengale. Le prince de Perse ne put honnêtement lui refuser la grâce qu'elle lui demandait après la réception et l'accueil favorable qu'il en avait reçu. Il eut la complaisance d'y condescendre. Et la princesse ne songea plus qu'à lui rendre son séjour agréable par tous les divertissements qu'elle put imaginer. Pendant plusieurs jours, ce ne fut que fêtes, bals, concerts, festins, collations magnifiques, promenades dans le jardin, chasse dans le parc du palais, où il y avait toutes sortes de bêtes fauves, des cerfs, des biches, des daims, des chevreuils et d'autres semblables particulières au royaume de Bengale, dont la chasse non dangereuse pouvait convenir à la princesse. À la fin de ces chasses, le prince et la princesse se rejoignirent dans quelque endroit du parc où on leur étendait un grand tapis avec des coussins afin qu'ils fussent assis plus commodément. Là, en reprenant leurs esprits et en se remettant de l'exercice violent qu'ils venaient de se donner, ils s'entretenaient sur divers sujets. Sur toute chose, la princesse de Bengale prenait un grand soin de faire tomber la conversation sur la grandeur, la puissance, les richesses et le gouvernement de la Perse, afin que du discours du prince Firouz Shah, elle pût à son tour prendre occasion de lui parler du royaume de Bengale et de ses avantages, et par là gagner sur son esprit de le faire résoudre à s'y arrêter. Mais il arriva le contraire de ce qu'elle s'était proposé. En effet, le prince de Perse, sans rien exagérer, lui fit un détail si avantageux de la grandeur du royaume de Perse, de la magnificence et de l'opulence qui y régnait, de ses forces militaires, de son commerce par terre, par mer, jusqu'aux pays les plus éloignés, dont quelques-uns lui étaient inconnus, et de la multitude de ces grandes villes presque aussi peuplées que celles qu'il avait choisies pour sa résidence, où il avait même des palais meublés, prêts à le recevoir selon les différentes saisons, qu'avant qu'il eût achevé, la princesse regarda le royaume de Bengale comme de beaucoup inférieur à celui de la Perse et par beaucoup d'endroits. Il arriva même que quand il eut fini son discours, et qu'il l'eut prié de l'entretenir à son tour des avantages du royaume de Bengale, elle ne put s'y résoudre qu'après plusieurs insistances de la part du prince. La princesse de Bengale donna donc cette satisfaction au prince Firouz Shah, mais en diminuant plusieurs avantages par où il était constant que le royaume de Bengale surpassait le royaume de Perse. Elle lui fit si bien connaître la disposition où il était de l'y accompagner qu'il jugea qu'elle pourrait y consentir à la première proposition qu'il en ferait. Mais il crut qu'il ne serait pas à propos de la lui faire que quand il aurait eu la complaisance de demeurer avec elle assez de temps pour la mettre dans son tort, au cas qu'elle voulût le retenir un peu plus longtemps et l'empêcher de satisfaire au devoir indispensable de se rendre auprès du roi son père. Pendant 2 mois entiers, le prince Firouz Shah s'abandonna entièrement aux volontés de la princesse de Bengale en se présentant à tous les divertissements qu'elle put imaginer et qu'elle voulut bien lui donner, comme si jamais il n'eût dû faire autre chose que de passer sa vie avec elle de la sorte. Mais dès que ce terme fut écoulé, il lui déclara sérieusement qu'il n'y avait que trop longtemps qu'il manquait à son devoir, et il la pria de lui accorder enfin la liberté de s'en acquitter, en lui répétant la promesse qu'il lui avait déjà faite de revenir incessamment, et dans un équipage digne d'elle et digne de lui, la demander en mariage dans les formes au roi de Bengale. « Princesse, ajouta le prince, mes paroles peut-être vous seront suspectes, et peut-être aussi sur la permission que je vous demande, vous m'avez déjà mis au rang de ces faux amants qui mettent l'objet de leur amour en oubli dès qu'ils sont éloignés. Mais pour marque de la passion non feinte et non simulée, avec laquelle je suis persuadé que la vie ne peut m'être agréable qu'avec une princesse aussi aimable que vous l'êtes, et qui m'aime, comme je ne veux pas en douter, j'oserais vous demander la grâce de vous emmener avec moi, si je ne craignais que vous ne prissiez ma demande pour une offense. » Comme le prince Firouz Shah se fut aperçu que la princesse avait rougi à ces dernières paroles, et que, sans prendre aucune marque de colère, elle hésitait simplement sur le parti à prendre, « Princesse, continua-t-il, pour ce qui est du consentement du roi mon père et de l'accueil avec lequel il vous recevra dans son alliance, je puis vous en assurer. Quant à ce qui regarde le roi de Bengale, après toutes les marques de tendresse, d'amitié et de considération qu'il a toujours eues et qu'il conserve encore pour vous, il faudrait qu'il fût tout autre que vous ne me l'avez dépeint, c'est-à-dire ennemi de votre repos et de votre bonheur, s'il ne recevait avec bienveillance l'ambassade que le roi mon père lui enverrait pour obtenir de lui l'approbation de notre mariage.
La princesse de Bengale ne répondit rien à ce discours du prince de Perse, mais son silence et ses yeux baissés lui firent connaître mieux qu'aucune autre déclaration qu'elle n'avait pas de répugnance à l'accompagner en Perse et qu'elle y consentait. La seule difficulté qu'elle parut y trouver fut que le prince de Perse ne fut pas assez expérimenté pour gouverner le cheval et qu'elle craignait de se trouver avec lui dans le même embarras que quand il avait fait l'essai. Mais le prince Firouz-Shah la délivra si bien de cette crainte en lui persuadant qu'elle pouvait s'en fier à lui et qu'après ce qui lui était arrivé, il pouvait défier l'Indien même de le gouverner avec plus d'adresse que lui, qu'elle ne songea plus qu'à prendre avec lui les mesures pour partir secrètement de son palais et que personne ne put avoir le moindre soupçon de leur dessein. Elle y réussit, et dès le lendemain matin, un peu avant la pointe du jour, quand tout le palais était encore enseveli dans un profond sommeil, comme elle se fut rendue sur la terrasse avec le prince, celui-ci tourna le cheval du côté de la Perse, dans un endroit où la princesse pouvait elle-même s'asseoir en croupe aisément. Il monta le premier, et quand la princesse se fut assise derrière lui à sa commodité, qu'elle l'eut embrassé de la main pour une plus grande sûreté et qu'elle lui eut marqué qu'il pouvait partir, il tourna la même cheville qu'il avait tournée dans la capitale de la Perse, et le cheval les enleva en l'air. Le cheval fit sa diligence ordinaire et le prince Firouz-Shah le gouverna de manière qu'en environ 2 heures et demie, il découvrit la capitale de la Perse. Il n'alla pas descendre dans la grande place d'où il était parti, ni dans le palais du sultan, mais dans un palais de plaisance peu éloigné de la ville. Il mena la princesse dans le plus bel appartement, où il lui dit que, pour lui faire rendre les honneurs qui lui étaient dus, il allait avertir le sultan son père de leur arrivée et qu'elle le reverrait incessamment, et que cependant il donnait ordre au concierge du palais qui était présent de ne lui laisser manquer de rien de toute chose dont elle pouvait avoir besoin. Après avoir laissé la princesse dans l'appartement, le prince Firouz-Shah commanda au concierge de faire seller un cheval. Le cheval lui fut amené, il le monta, et après avoir renvoyé le concierge auprès de la princesse avec ordre sur toute chose de la faire déjeuner avec ce qui pouvait lui être servi le plus promptement, il partit. Et dans le chemin et dans les rues de la ville par où il passa pour se rendre au palais, il fut reçu aux acclamations du peuple qui changea sa tristesse en joie après avoir désespéré de le revoir jamais depuis qu'il avait disparu. Le sultan son père donnait une audience quand il se présenta devant lui au milieu de son conseil, qui était tout en habit de deuil, comme le sultan, depuis le jour que le cheval l'avait emporté. Il le reçut en l'embrassant avec des larmes de joie et de tendresse, et lui demanda avec empressement ce que le cheval de l'Indien était devenu. Cette demande donna lieu au prince de prendre l'occasion de raconter au sultan son père l'embarras et le danger où il s'était trouvé après que le cheval l'eût enlevé dans l'air, de quelle manière il s'en était tiré et comment il était arrivé ensuite au palais de la princesse du Bengale, la bonne réception qu'elle lui avait faite, le motif qu'il avait obligé de faire avec elle un plus long séjour qu'il ne le devait, et la complaisance qu'elle avait eue de ne pas le désobliger jusqu'à obtenir d'elle enfin qu'elle vînt en Perse avec lui. « Et sire, ajouta le prince en achevant, après lui avoir promis en même temps que vous ne me refuseriez pas votre consentement, je viens de l'amener avec moi sur le cheval de l'Indien. Elle attend dans un des palais de plaisance de votre majesté où je l'ai laissée, que j'aille lui annoncer que je ne lui ai pas fait la promesse en vain. » À ces paroles, le prince se prosterna devant le sultan son père pour le fléchir. Mais le sultan l'en empêcha, le retint et en l'embrassant une seconde fois, « Mon fils, non seulement je consens à votre mariage avec la princesse de Bengale, mais je veux même aller au-devant d'elle en personne, la remercier de l'obligation que je lui ai en mon particulier, l'amener dans mon palais et célébrer ses noces dès aujourd'hui même. » Ainsi le sultan, après avoir donné les ordres pour l'entrée qu'il voulait faire à la princesse de Bengale, ordonna que l'on quittât l'habit de deuil et que les réjouissances commençassent par le concert des timbales, des trompettes et des tambours avec les autres instruments guerriers. Il commanda qu'on allât faire sortir l'Indien de prison et qu'on le lui amena. L'Indien lui fut amené, et quand on le lui eut présenté, « Je m'étais assuré de ta personne, lui dit le sultan, afin que ta vie, qui cependant n'eût pas été une victime suffisante ni à ma colère ni à ma douleur, me répondît de celle du prince mon fils. Rends grâces à Dieu de ce que je l'ai retrouvé. Va, reprends ton cheval et ne parais plus devant moi. » Quand l'Indien fut hors de la présence du sultan de Perse, comme il avait appris de ceux qui étaient venus le délivrer de la prison que le prince Firouz-Shah était de retour avec la princesse qu'il avait amenée avec lui sur le cheval, le lieu où il avait mis pied à terre et où il l'avait laissé, et que le sultan se disposait à aller la prendre et à l'amener dans son palais, il n'hésita pas à les devancer, lui et le prince de Perse, et sans perdre de temps se rendit en diligence au palais de plaisance. Et en s'adressant au concierge, il dit qu'il venait de la part du sultan et du prince de Perse pour prendre la princesse de Bengale en croupe sur le cheval et la mener en l'air au sultan qui l'attendait, disait-il,
dans la place de son palais pour la recevoir et donner ce spectacle à sa cour et à la ville de Shiraz. L'Indien était connu du concierge qui savait que le sultan l'avait fait arrêter, et ce concierge fit d'autant moins de difficulté d'ajouter foi à ses paroles qu'il le voyait en liberté. Il se présenta à la princesse, et celle-ci n'eut pas plus tôt appris qu'il venait particulièrement de la part du prince de Perse qu'elle consentit à ce que le prince souhaitait. L'Indien, ravi en lui-même de la facilité qu'il trouvait à faire réussir sa méchanceté, monta le cheval, prit la princesse en croupe avec l'aide du concierge, il tourna la cheville, et aussitôt le cheval les enleva, lui et la princesse, au plus haut de l'air. Dans le même moment, le sultan de Perse, suivi de sa cour, sortait de son palais pour se rendre au palais de Plaisance, et le prince de Perse venait de prendre le devant pour préparer la princesse de Bengale à le recevoir, comme l'Indien affectait de passer au-dessus de la ville avec sa proie, pour braver le sultan et le prince, et pour se venger du traitement injuste qui lui avait été fait, comme il le prétendait. Quand le sultan de Perse eut aperçu le ravisseur, qu'il ne méconnut pas, il s'arrêta avec un étonnement d'autant plus sensible et plus affligeant qu'il n'était pas possible de le faire repentir de l'affront insigne qu'il lui faisait avec un si grand éclat. Il le chargea de 1000 imprécations avec ses courtisans et tous ceux qui furent témoins d'une insolence si signalée et de cette méchanceté sans égale. Mais l'Indien fut peu touché de ces malédictions, dont le bruit arriva jusqu'à lui. Il continua sa route pendant que le sultan rentrait dans son palais, extrêmement mortifié de recevoir une injure aussi atroce et de se voir dans l'impuissance d'en punir l'auteur. Mais quelle fut la douleur du prince Firouz-Shah quand il vit qu'à ses propres yeux, sans qu'il pût y apporter empêchement, l'Indien lui enlevait la princesse de Bengale qu'il aimait si passionnément qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. À cet objet auquel il ne s'était pas attendu, il demeura comme immobile. Et avant qu'il eût délibéré s'il se déchaînerait en injures contre l'Indien, ou s'il plaindrait le sort déplorable de la princesse et s'il lui demanderait pardon du peu de précautions qu'il avait pris pour se la conserver, elle qui s'était livrée à lui d'une manière qui marquait si bien combien il en était aimé, le cheval qui emportait l'un et l'autre, avec une rapidité incroyable, les avait dérobés à sa vue. Quel parti prendre ? Retournerait-il au palais du sultan son père, se refermer dans son appartement pour se plonger dans l'affliction sans se donner aucun mouvement à la poursuite du ravisseur ? Sa générosité, son amour, son courage ne le permettaient pas. Il continua donc son chemin jusqu'au palais de Plaisance. À son arrivée, le concierge qui s'était aperçu de sa crédulité et qu'il s'était laissé tromper par l'Indien, se présenta devant le prince les larmes aux yeux, se jeta à ses pieds, s'accusa lui-même du crime qu'il croyait avoir commis et se condamna à la mort qu'il attendait de sa main. « Lève-toi, dit le prince. Ce n'est pas à toi que j'impute l'enlèvement de ma princesse, je ne l'impute qu'à moi-même et à ma simplicité. Sans perdre de temps, va me chercher un habillement de derviche et prends garde de dire que c'est pour moi. » Peu loin du palais de Plaisance, il y avait un couvent de derviches dont le cheikh ou supérieur était ami du concierge, et en lui faisant une fausse confidence de la disgrâce d'un officier de considération de la cour auquel il avait de grandes obligations et qu'il était bien aise de favoriser pour lui donner lieu de se soustraire à la colère du sultan, il n'eut pas de peine à obtenir ce qu'il demandait. Il apporta l'habillement complet de derviche au prince Firouz-Shah. Le prince s'en revêtit après s'être dépouillé du sien. Déguisé de la sorte, et pour la dépense et pour le besoin du voyage qu'il allait entreprendre muni d'une boîte de perles et de diamants qu'il avait apporté pour en faire présent à la princesse de Bengale, il sortit du palais de Plaisance à l'entrée de la nuit, et incertain de la route qu'il devait prendre, mais résolu à ne pas revenir qu'il n'eût retrouvé sa princesse et qu'il ne la ramenât, il se mit en chemin. Revenons à l'Indien. Il gouverna le cheval enchanté de manière que le même jour, il arriva de bonne heure dans un bois près de la capitale du royaume de Cachemire. Comme il avait besoin de manger et qu'il jugea que la princesse de Bengale pouvait être dans le même besoin, il mit pied à terre dans ce bois, en un endroit où il laissa la princesse sur un gazon près d'un ruisseau d'une eau très fraîche et très claire. Pendant l'absence de l'Indien, la princesse de Bengale, qui se voyait sous la puissance d'un indigène ravisseur dont elle redoutait la violence, avait songé à se dérober et à chercher un lieu d'asile. Mais comme elle avait mangé fort légèrement le matin à son arrivée au palais de Plaisance, elle se trouva dans une faiblesse si grande quand elle voulut exécuter son dessein qu'elle fut contrainte de l'abandonner et de demeurer sans autre ressource que dans son courage, avec une ferme résolution de souffrir la mort plutôt que de manquer de fidélité au prince de Perse. Ainsi, elle n'attendit pas que l'Indien l'invitait une seconde fois à manger. Elle mangea et elle reprit assez de force pour répondre courageusement aux discours insolents qu'il commença à lui tenir à la fin du repas. Après plusieurs menaces, comme elle vit que l'Indien se préparait à lui faire violence, elle se leva pour lui résister en poussant de grands cris. Ces cris attirèrent en un moment une troupe de cavaliers qui les environnèrent, elle et l'Indien.
C'était le sultan du royaume de Cachemire, lequel, en revenant de la chasse avec sa suite, passait par cet endroit-là, heureusement pour la princesse de Bengale, et qui était accouru au bruit qu'il avait entendu. Il s'adressa à l'Indien et lui demanda qui il était et ce qu'il prétendait de la dame qu'il voyait. L'Indien répondit avec impudence que c'était sa femme et qu'il n'appartenait à personne d'entrer en connaissance du démêlé qu'il avait avec elle. La princesse, qui ne connaissait ni la qualité ni la dignité de celui qui se présentait si à propos pour la délivrer, démentit l'Indien. « Seigneur, qui que vous soyez, reprit-elle, que le ciel vous envoie à mon secours. Ayez compassion d'une princesse et n'ajoutez pas foi à un imposteur. Dieu me garde d'être la femme d'un Indien aussi vil et aussi méprisable. C'est un magicien abominable qui m'a enlevé aujourd'hui au prince de Perse auquel j'étais destinée pour épouse et qui m'a amené ici sur le cheval que vous voyez. » La princesse n'eut pas besoin d'un plus long discours pour persuader le sultan de Cachemire qu'elle disait la vérité. Sa beauté, son air de princesse, ses larmes parlaient pour elle. Elle voulut poursuivre, mais au lieu de l'écouter, le sultan de Cachemire, justement indigné de l'insolence de l'Indien, le fit environner sur le champ et commanda qu'on lui coupât la tête. Cet ordre fut exécuté avec d'autant plus de facilité que l'Indien, qui avait commis ce rapt à sa sortie de prison, n'avait aucune arme pour se défendre. La princesse de Bengale, délivrée de la persécution de l'Indien, tomba dans une autre qui ne lui fut pas moins douloureuse. Le sultan, après lui avoir fait donner un cheval, l'emmena à son palais, où il la logea dans l'appartement le plus magnifique après le sien, et il lui donna un grand nombre de femmes esclaves pour être auprès d'elle et pour la servir, avec des eunuques pour sa garde. Il la mena lui-même jusque dans cet appartement où, sans lui donner le temps de la remercier de la grande obligation qu'elle lui avait de la manière qu'elle l'avait méditée, « Princesse, lui dit-il, je ne doute pas que vous n'ayez besoin de repos, et je vous laisse en liberté de le prendre. Demain, vous serez plus en état de m'entretenir des circonstances de l'étrange aventure qui vous est arrivée. » En achevant ces paroles, il se retira. La princesse de Bengale était dans une joie inexprimable de se voir en si peu de temps délivrée de la persécution d'un homme qu'elle ne pouvait regarder qu'avec horreur. Et elle se flatta que le sultan de Cachemire voudrait bien mettre le comble de sa générosité en la renvoyant au prince de Perse, quand elle lui aurait appris de quelle manière elle était à lui et qu'elle l'aurait supplié de lui faire cette grâce. Mais elle était bien éloignée de voir l'accomplissement de l'espérance qu'elle avait conçue. En effet, le roi de Cachemire avait résolu de l'épouser le lendemain, et il en avait fait annoncer les réjouissances dès la pointe du jour par le son des timbales, des tambours, des trompettes et d'autres instruments propres à inspirer la joie qui retentissait non seulement dans le palais, mais même par toute la ville. La princesse de Bengale fut éveillée par le bruit de ces concerts tumultueux, et elle en attribua la cause à tout autre motif que celui pour lequel il se faisait entendre. Mais quand le sultan de Cachemire, qui avait donné ordre qu'on l'avertît lorsqu'elle serait en état de recevoir visite, fut venu la lui rendre, et qu'après s'être informé de sa santé, il lui eut fait connaître que les fanfares qu'elle entendait étaient pour rendre leurs noces plus solennelles, et lui priait en même temps d'y prendre part, elle en fut dans une consternation si grande qu'elle tomba évanouie. Les femmes de la princesse qui étaient présentes accoururent à son secours et le sultan lui-même s'employa pour la faire revenir, mais elle demeura longtemps dans cet état avant qu'elle reprît ses esprits. Elle les reprit enfin, et alors, plutôt que de manquer à la foi qu'elle avait promise au prince Firouz Shah en consentant aux noces que le sultan de Cachemire avait résolues sans la consulter, elle prit le parti de feindre que l'esprit venait de lui tourner dans l'évanouissement. Dès lors, elle commença à dire des extravagances en présence du sultan. Elle se leva même comme pour se jeter sur lui, de manière que le sultan fut fort surpris et fort affligé de ce contretemps fâcheux. Comme il vit qu'elle ne revenait pas dans son bon sens, il la laissa avec ses femmes et il leur recommanda de ne pas l'abandonner pour prendre grand soin de sa personne. Pendant la journée, il prit celui d'envoyer souvent s'informer de l'état où elle se trouvait, et chaque fois on lui rapporta qu'elle était dans le même état, ou même que le mal augmentait plutôt que de diminuer. Le mal parut plus violent sur le soir que pendant le jour, et de la sorte le sultan de Cachemire ne fut pas cette nuit-là aussi heureux qu'il se l'était promis. La princesse de Bengale ne continua pas seulement le lendemain ses discours extravagants et d'autres marques d'une grande aliénation d'esprit. Ce fut la même chose les jours suivants, jusqu'à ce que le sultan de Cachemire fut contraint d'assembler les médecins de sa cour, de leur parler de cette maladie et de leur demander s'ils ne savaient pas quelque remède pour la guérir. Les médecins, après une consultation entre eux, répondirent d'un commun accord qu'il y avait plusieurs sortes et plusieurs degrés de cette maladie, dont les unes, selon leur nature, pouvaient se guérir et les autres étaient incurables, et qu'ils ne pouvaient juger de quelle nature était celle de la princesse de Bengale qu'ils ne la vissent. Le sultan ordonna aux eunuques de les introduire dans la chambre de la princesse, les uns après les autres, chacun selon son rang. La princesse avait prévu ce qui arrivait et craignait que si elle laissait s'approcher des médecins de sa personne, et qu'ils vinssent à lui tâter le pouls, le moins expérimenté ne vint à connaître qu'elle était en bonne santé et que sa maladie n'était qu'une feinte.
À mesure qu'il en paraissait, elle entrait dans des transports d'aversion si grands, prête à les dévisager s'ils approchaient, que pas un n'eut la hardiesse de s'y exposer. Quelques-uns de ceux qui se prétendaient plus habiles que les autres et qui se vantaient de pouvoir juger les maladies à la seule vue des malades, lui ordonnèrent de certaines potions qu'elle faisait d'autant moins de difficulté de prendre qu'elle était bien sûre qu'il était en son pouvoir d'être malade autant qu'il lui plairait et qu'elle le jugerait à propos. Ces potions ne pouvaient pas lui faire de mal. Quand le sultan de Cachemire vit que les médecins de sa cour n'avaient rien opéré pour la guérison de la princesse, il appela ceux de sa capitale dont la science, l'habileté et l'expérience n'eurent pas un meilleur succès. Ensuite, il fit appeler les médecins des autres villes de son royaume, particulièrement les plus renommés dans la pratique de leur profession. La princesse ne leur fit pas un meilleur accueil qu'au premier, et tout ce qu'ils ordonnèrent ne fit aucun effet. Il dépêcha enfin dans les États, dans les royaumes et dans les cours des princes voisins des express avec des consultations en forme pour être distribués aux médecins les plus fameux, avec promesse de bien payer ceux qui viendraient se rendre à la capitale de Cachemire et d'une récompense magnifique à qui guérirait la malade. Plusieurs de ces médecins entreprirent le voyage, mais pas un ne put se vanter d'avoir été plus heureux que ceux de sa cour ou de son royaume. Pas un ne put lui remettre l'esprit dans son assiette, chose qui ne dépendait ni d'eux, ni de leur art, mais de la volonté de la princesse elle-même. Dans cet intervalle, le prince Firouz-Shah, déguisé sous l'habit de derviche, avait parcouru plusieurs provinces et les principales villes de ces provinces, avec d'autant plus de peine d'esprit, sans mettre les fatigues du chemin en compte, qu'il ignorait s'il tenait un chemin correct ou opposé à celui qu'il aurait dû prendre pour avoir des nouvelles de ce qu'il cherchait. Attentif aux nouvelles qu'on débitait dans chaque lieu par où il passait, il arriva enfin dans une grande ville des Indes où l'on s'entretenait fort d'une princesse de Bengale à qui l'esprit avait tourné le même jour que le sultan de Cachemire avait destiné pour la célébration des noces avec elle. Au nom de princesse de Bengale, en supposant que c'était elle qui faisait le sujet de son voyage, avec d'autant plus de vraisemblance qu'il n'avait pas appris qu'il y eut à la cour de Bengale une autre princesse que la sienne, et sur la foi du bruit commun qui s'en était répandu, il prit la route du royaume et de la capitale de Cachemire. Et à son arrivée dans cette capitale, il se logea dans un khan où il apprit dès le même jour l'histoire de la princesse de Bengale et la malheureuse fin de l'Indien, telle qu'il la méritait, qu'il avait amené sur le cheval enchanté, circonstance qui lui fit connaître à ne pas pouvoir s'y tromper que la princesse était bien celle qu'il venait chercher, et enfin la dépense inutile que le sultan avait faite en médecin qui n'avait pu la guérir. Le prince de Perse, informé de toutes ces particularités, se fit faire un habit de médecin dès le lendemain. Et avec cet habit et la longue barbe qu'il s'était laissé croître durant le voyage, il se fit connaître pour médecin en marchant dans les rues. Dans l'impatience où il était de voir sa princesse, il ne différa pas d'aller au palais du sultan où il demanda à parler à un officier. On l'adressa au chef des huissiers, auquel il marqua qu'on pourrait peut-être regarder en lui comme une témérité qu'en qualité de médecin il vint se présenter pour tenter la guérison de la princesse, après que tant d'autres avant lui n'avaient pu y réussir, mais qu'il espérait, par la vertu de quelques remèdes spécifiques qui lui étaient connus et dont il avait l'expérience, de lui procurer la guérison que les autres n'avaient pu lui donner. Le chef des huissiers lui dit qu'il était le bienvenu, que le sultan le verrait avec plaisir, et s'il réussissait à lui donner la satisfaction de voir la princesse dans sa première santé, qu'il pouvait s'attendre à une récompense convenable à la libéralité du sultan, son seigneur et maître. « Attendez-moi, ajouta-t-il, je serai à vous dans un moment. » Il y avait du temps qu'aucun médecin ne s'était présenté, et le sultan de Cachemire, avec une grande douleur, avait perdu comme l'espérance de revoir la princesse de Bengale dans l'état de santé où il l'avait vue, et en même temps dans celui de témoigner en l'épousant jusqu'à quel point il l'aimait. Cela fit qu'il commanda au chef des huissiers de lui amener promptement le médecin qu'il venait de lui annoncer. Le prince de Perse fut présenté au sultan de Cachemire sous l'habit et le déguisement de médecin, et le sultan, sans perdre de temps en des discours superflus, après lui avoir marqué que la princesse de Bengale ne pouvait supporter la vue d'un médecin sans entrer dans des transports qui ne faisaient qu'augmenter son mal, le fit monter dans un cabinet en soupente, d'où il pouvait la voir par une jalousie sans être vu. Le prince Firouz-Shah monta, et il aperçut son aimable princesse assise négligemment, qui chantait, les larmes aux yeux, une chanson par laquelle elle déplorait sa malheureuse destinée qui la privait peut-être pour toujours de l'objet qu'elle aimait si tendrement. Le prince, attendri de la triste situation où il vit sa chère princesse, n'eut pas besoin d'autres marques pour comprendre que sa maladie était feinte et que c'était pour l'amour de lui qu'elle se trouvait dans une contrainte si affligeante. Il descendit du cabinet, et après avoir rapporté au sultan de quelle nature était la maladie de la princesse, et qu'elle n'était pas incurable, il lui dit, pour parvenir à sa guérison, qu'il était nécessaire qu'elle lui parlât en particulier, seule à seule. Quant aux emportements où elle entrait à la vue des médecins, il espérait qu'elle leur recevrait et l'écouterait favorablement. Le sultan fit ouvrir la porte de la chambre de la princesse, et le prince entra.
Dès que la princesse le vit paraître, comme elle le prenait pour un médecin dont il avait l'habit, elle se leva comme une furie en le menaçant et en le chargeant d'injures. Cela ne l'empêcha pas d'approcher, et quand il fut assez près pour se bien faire entendre, comme il ne voulait être entendu que d'elle seule, il lui dit d'un ton bas et d'un air respectueux: « Princesse, je ne suis pas médecin. Reconnaissez, je vous en supplie, le prince de Perse qui vient vous mettre en liberté. » Au ton de voix et au trait du haut visage qu'elle reconnut en même temps, nonobstant la longue barbe que le prince s'était laissé croître, la princesse de Bengale se calma. Et en un instant, elle fit paraître sur son visage la joie que ce que l'on désire le plus et à quoi l'on s'attend le moins est capable de causer quand elle arrive. La surprise agréable où elle se trouva lui ôta la parole pour un temps et donna lieu au prince Firouz-Shah de lui raconter le désespoir dans lequel il s'était trouvé plongé dans le moment où il avait vu l'Indien la ravir et l'enlever à ses yeux. La résolution qu'il avait prise dès lors d'abandonner toute chose pour la chercher en quelque endroit de la terre qu'elle pût être, et de ne pas cesser qu'il ne l'eût trouvée et arrachée des mains du perfide. Et par quel bonheur enfin, après un voyage ennuyeux et fatigant, il avait la satisfaction de la retrouver dans un palais du sultan du Cachemire. Quand il eut achevé dans le moins de paroles qui lui fut possible, il pria la princesse de l'informer de ce qui lui était arrivé depuis son enlèvement jusqu'au moment où il avait le bonheur de lui parler, en lui témoignant qu'il désirait avoir cette connaissance afin de prendre des mesures justes pour ne la pas laisser plus longtemps sous la tyrannie du sultan de Cachemire. La princesse de Bengale n'avait pas un long discours à tenir au prince de Perse, puisqu'elle n'avait qu'à lui raconter de quelle manière elle avait été délivrée de la violence de l'Indien par le sultan de Cachemire. Mais traitée cruellement dès le lendemain par la déclaration qu'il était venu lui faire du dessein précipité qu'il avait pris de l'épouser le jour même, sans lui avoir fait la moindre honnêteté pour prendre son consentement, conduite violente et tyrannique qui lui avait causé un évanouissement, après lequel elle n'avait vu autre parti à prendre que celui qu'elle avait pris comme le meilleur pour se conserver au prince auquel elle avait donné son cœur et sa foi, et de mourir plutôt que de se livrer à un sultan qu'elle n'aimait pas et qu'elle ne pouvait pas aimer. Le prince de Perse, à qui la princesse n'avait en effet autre chose à dire, lui demanda si elle savait ce que le cheval enchanté était devenu après la mort de l'Indien. « J'ignore, répondit-elle, quel ordre le sultan peut avoir donné là-dessus. Mais après ce que je lui ai dit, il est à croire qu'il ne l'aura pas négligé. » Le prince Firouz-Shah ne douta pas que le sultan de Cachemire n'eût fait garder le cheval soigneusement. Il communiqua donc à la princesse le dessein qu'il avait de s'en servir pour la ramener en Perse. Après être convenu avec elle des moyens qu'il devait prendre pour y réussir afin que rien n'empêchât l'exécution, et après lui avoir particulièrement recommandé qu'au lieu d'être en déshabillé comme elle était alors, elle s'habillât le lendemain pour recevoir le sultan avec civilité quand il le lui amènerait, sans l'obliger néanmoins de lui parler, le prince de Perse se retira. Le sultan de Cachemire fut dans une grande joie quand le prince de Perse lui eut appris ce qu'il avait opéré, dès la première visite, pour l'avancement de la guérison de la princesse de Bengale. Et le lendemain, il le regarda comme le premier médecin du monde quand la princesse l'eut reçu d'une manière qui lui persuada que véritablement sa guérison était bien avancée, comme il le lui avait fait entendre. En la voyant dans cet état, il se contenta de lui marquer combien il était ravi de la voir en disposition de recouvrer bientôt sa santé parfaite. Et après qu'il l'eut exhorté à concourir avec le médecin si habile pour achever ce qu'il avait si bien commencé en lui donnant toute sa confiance, il se retira sans attendre d'elle aucune parole. Le prince de Perse, qui avait accompagné le sultan de Cachemire, sortit avec lui de la chambre de la princesse, et en l'accompagnant, il lui demanda si, sans manquer au respect qui lui était dû, il pouvait lui faire cette demande par quelle aventure une princesse de Bengale se trouvait seule dans le royaume de Cachemire, si fort éloignée de son pays, comme s'il l'eût ignoré, et que la princesse ne lui avait rien dit. Il le fit pour le faire tomber sur le discours du cheval enchanté et apprendre de sa bouche ce qu'il en avait fait. Le sultan de Cachemire, qui ne pouvait pénétrer par quel motif le prince de Perse lui faisait cette demande, ne lui en fit pas un mystère, et il lui dit à peu près la même chose que ce qu'il avait appris de la princesse de Bengale. Quant au cheval enchanté, il l'avait fait porter dans son trésor, comme une grande rareté, quoiqu'il ignorât comment on pouvait s'en servir. « Sire, reprit le fin médecin, la connaissance que votre majesté vient de me donner me fournit un moyen d'achever la guérison de la princesse. Comme elle a été portée sur ce cheval, et que ce cheval est enchanté, elle a contracté quelque chose de l'enchantement, qui ne peut être dissipé que par certains parfums qui me sont connus. Si votre majesté veut en avoir le plaisir, et donner un spectacle des plus surprenants à sa cour et au peuple de sa capitale, que demain elle fasse apporter le cheval au milieu de la place, devant son palais, et qu'elle s'en remette à moi pour le reste. Je promets de faire voir à ses yeux et à toute l'assemblée, et en très peu de moments, la princesse de Bengale, saine d'esprit et de corps, autant qu'elle l'a jamais été de sa vie. Et afin que la chose se fasse avec tout l'éclat qu'elle mérite, il est à propos que la princesse soit habillée le plus magnifiquement qu'il sera possible, avec les joyaux les plus précieux que votre majesté peut avoir. »
Le sultan de Cachemire eût fait des choses bien plus difficiles que celles que le prince de Perse lui proposait pour arriver à la jouissance de ses désirs qu'il regardait si prochaines. Le lendemain, le cheval enchanté fut tiré du trésor par son ordre et posé de grand matin dans la grande place du palais. Et le bruit se répandit bientôt dans toute la ville que c'était un préparatif pour quelque chose d'extraordinaire qui devait s'y passer, et l'on y accourut en foule de tous les quartiers. Les gardes du sultan y furent disposés pour empêcher le désordre et pour laisser un grand vide autour du cheval. Le sultan de Cachemire parut, et quand il eut pris place sur un échafaud environné des principaux seigneurs et officiers de la cour, la princesse de Bengale, accompagnée de toute la troupe des femmes que le sultan lui avait assignées, s'approcha du cheval enchanté, et ces femmes l'aidèrent à monter dessus. Quand il fut sur la selle, les pieds dans l'un et l'autre étrier, avec une bride à la main, le fin médecin fit poser autour du cheval plusieurs cassolettes pleines de feu qu'il avait fait apporter. Et en tournant alentour, il jeta dans chacun un parfum composé de plusieurs sortes d'odeurs les plus extraordinaires. Ensuite, recueilli en lui-même, les yeux baissés, les mains appliquées sur la poitrine, il tourna 3 fois autour du cheval en faisant semblant de prononcer certaines paroles. Et dans le moment que les cassolettes exhalaient à la fois une fumée la plus épaisse, d'une odeur très suave, et que la princesse en était environnée de manière qu'on avait de la peine à la voir, ainsi que le cheval, il prit son temps, se jeta légèrement en croupe derrière la princesse, porta la main à la cheville du départ qu'il tourna, et dans le moment que le cheval les enlevait en l'air, lui et la princesse, il prononça ces paroles à haute voix si distinctement que le sultan lui-même les entendit. « Sultan de Cachemire! Sultan de Cachemire! Quand tu voudras épouser des princesses qui imploreront ta protection, apprends auparavant à avoir leur consentement. » Ce fut de la sorte que le prince de Perse recouvra et délivra la princesse de Bengale et la ramena le même jour, en peu de temps, à la capitale de la Perse, où il n'alla pas mettre pied à terre au palais de plaisance, mais bien au milieu du palais, devant l'appartement du roi son père. Et le roi de Perse ne différa pas la solennité de son mariage avec la princesse de Bengale qu'autant de temps qu'il en fallut pour les préparatifs, afin d'en rendre la cérémonie plus pompeuse et de marquer davantage la part qu'il y prenait. Dès que le nombre des jours arrêtés pour les réjouissances fut accompli, le premier soin que le roi de Perse se donna fut de nommer et d'envoyer une ambassade solennelle au roi de Bengale pour lui rendre compte de tout ce qui s'était passé et pour lui demander l'approbation et la ratification de l'alliance qu'il venait de contracter avec lui par ce mariage. Ratification que le roi de Bengale, bien informé de toute chose, se fit un honneur et un plaisir de lui accorder.